Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. Ça y est, c'est enfin l'épisode 3. Je reconnais que j'ai mis le temps avant de sortir cette vidéo, et à ce rythme-là, pour arriver aux 100 films, on y sera encore en 2027. Non mais promis, l'épisode 4 arrivera bien plus vite. J'avais des courses à faire, c'est pour ça. Des grosses courses. Comme par exemple acheter un cerveau et une dignité pour Dédé. Et ce n'est pas rien vu l'énergumène. Bref, c'est parti pour une série de films, et ça va être Salas, David Wallace. Comment ça, je suis condamné à mort? Mais j'ai juste fait une blague pourrie dans ma vidéo sur Shogun, ça compte pas? En plus, je vais partager ma cellule avec John Café. Vous l'avez vu? Franchement, je sais pas si on va tenir à deux. Oui, je sais, il est sympa, c'est comme le café, mais ça s'écrit pas pareil. Mais moi, j'ai peur des guêpes et des abeilles, du coup, on fait comment? C'est pas votre problème. Vous savez que mon père, il travaillait chez EDF, donc votre chaise électrique, là, il peut la démonter quand il veut. Faites pas trop les malins, en fait. Si vous m'électrocutez, vous allez avoir une sacrée facture. Surtout qu'en ce moment, c'est comme l'essence, ça arrête pas d'augmenter. Petit message citoyen. Non, vous allez devoir me cramer à la bougie. Vous voulez un conseil pour faire des économies? Laissez-moi partir. C'est qui ce mec qui arrête pas de me regarder avec sa tête à claque? Il s'appelle Percy et il kiffe autant les souris que moi je kiffe les guêpes et les abeilles. Non mais j'ai rien contre. Par contre, il peut partir. La ligne verte. Encore une dinguerie signée Frank Darabont, tirée du livre de Stephen King, faut pas déconner, mais superbement bien réalisé par Frank, qui nous avait déjà bien chamboulé avec Shawshank Redemption. À l'époque, je m'étais dit, après ça, comment faire aussi bien? Eh bien si. La ligne verte s'inscrit dans un contexte très particulier, car à cette époque, la peine de mort était à son prime, et l'ambiance du film y est très imprégnée. Il se passe essentiellement dans le couloir de la mort, et pourtant les gardes font tout pour rendre les derniers instants des détenus le plus agréable possible, ce qui nous donne le droit à des scènes hyper touchantes, nous faisant par moments oublier la dangerosité de ces criminels. Le film nous montre aussi comment chaque protagoniste perçoit sa condition. Par exemple, Percy est un pistonné qui veut juste jouer au sadique avec les détenus, qui pour lui ne sont rien puisqu'ils sont voués à mourir. Paul, interprété par Tom Hanks, fait ce travail très consciencieusement, faisant tout pour que ça se passe bien pour tout le monde. Et John Caffey, qui est comme le café sauf que ça ne s'écrit pas pareil, arrive dans ce film tel un ange, apportant de la bonté, de l'humanité, dans un endroit pareil, acceptant un sort dont il n'est pas responsable, faisant même penser à Jésus se sacrifiant pour les humains. J'ai trouvé chaque message du film super pertinent et merveilleux, bouleversant et admirablement bien interprété. On ressent la patte de Stephen King avec ce soupçon de surnaturel, et la fin du film est une apothéose de larmes, en tout cas pour ma part, mais je sais qu'on est beaucoup à avoir pleuré. Bref, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu fous le bruit? Va te faire voir. Rends-nous l'argent, Mickey, et reprends ta caravane. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'une foutue caravane qui a pas de roue? T'aimes les chiens? Les quoi? Les chiens? Ah, les chiens? Oui, j'aime bien les chiens. C'est moi que je m'occupe de ma matière, hein. Est-ce que je m'as bien fait comprendre? Oui, je m'entraîne à parler manouche, j'ai déjà la guitare. Les gros clichés, y a plus qu'à bouffer les mots et on est bon. En plus, pour de vrai, j'ai déjà bouffé du hérisson, hein. C'est super pratique, t'as les cure-dents qui sont fournis avec. Et en vrai, c'est super bon. Désolé les véganes, vous êtes en sueur. Snatch, clairement mon film préféré de Guy Ritchie, avec cette mise en scène épileptique. Tous les personnages sont de grands malades, tous originaux, tous différents, tous très bien écrits. Vinnie Jones, Brad Pitt, Jason Statham, Alan Ford, Benicio del Toro, Lenny James, et j'en passe. Le film joue avec des intrigues séparées qui sont totalement liées entre elles. C'est rythmé de façon à ce que tu ne puisses pas décrocher. En plus, Brad Pitt en gitan boxeur, c'est un régal, avec son accent à couper au couteau, et même en version française, ça passe crème. Il se passe 1000 choses dans Snatch, tout le monde fait son business, trafic de diamants, combat de boxe clandestin, vente d'armes, paris illégaux, tout y passe. Le film comporte des scènes en simultané avec des points de vue différents, assez novateurs pour l'époque, et c'est maîtrisé du début jusqu'à la fin, avec en plus de ça un twist ending excellent, et l'humour british est bougrement efficace. Je repense aux 3 Renois dans le film. Des prix Nobel. Tu sens tout de même que c'est un univers très dangereux. Pourtant, tout le monde fait des dingueries. En plus, la musique est top et très mémorable. Bref, y a rien à jeter dans cette merveille. Dédé, lui là, c'est le genre de gars, s'il sonne à la porte, tu lui ouvres pas. Parce que sinon, ça part en carnage. En plus, le gars, il vient avec son équipe. Je ne connais pas les autres. Je veux pas savoir s'il voulait des pâtes. De toute façon, nous, on a que du riz à la maison. Mais rappelle-toi, la dernière fois qu'on lui a filé du riz, il nous a défoncé. C'est une dinguerie de vouloir bouffer des pâtes à ce point-là. The Raid. Alors celui-là, personne ne l'avait vu venir. Et pourtant, quelle gifle pour le spectateur. Tony Jaa, à l'époque, avait fait découvrir le Muay Thai au monde entier. Et ici, c'est au tour du co-US de nous enseigner le Penchat Silat indonésien. Et c'est encore un autre délire. Un art martial ultra technique, très violent, très efficace, avec une esthétique super originale. Dans ce huis clos, il faut se battre dans un immeuble étage après étage, comme dans un jeu vidéo, avec le boss final à la fin. Les chorégraphies de combat sont pas possibles. J'étais obligé de les revoir plusieurs fois tellement c'était dingue. Les antagonistes se battent aussi bien que notre héros. D'ailleurs, tu peux en retrouver dans John Wick 3. Ce sont les 2 mecs qui se battent contre John Wick, juste avant le fameux combat contre Mark Dacascos. Eh bien, c'était eux. La mise en scène est ultra maîtrisée. Le héros du film, Iko US, je l'avais découvert dans Meranto, mais ici c'est encore bien plus vénère et bien plus impressionnant. The Raid 2 est très bien aussi, avec ce côté carcéral en plus. 2 films, 2 bombes. Papa, pourquoi tu veux pas que je regarde Batman avec vous? Parce qu'il est le héros que Gotham mérite, pas celui dont on a besoin aujourd'hui. Alors nous le pourchassons, parce qu'il peut l'endurer, parce que ce n'est pas un héros, c'est un gardien silencieux, c'est le chevalier noir. Mais en fait,
t'ai demandé, pourquoi je peux pas regarder avec vous? Parce qu'il est le héros que Gotham mérite, pas celui dont on a besoin aujourd'hui. Alors nous le pourchassons, parce qu'il peut l'endurer, parce que ce n'est pas un héros, c'est un gardien silencieux, c'est le Chevalier Noir. Bande de bolos! Batman The Dark Knight. Avec The Watchmen, celui-là est clairement mon film super-héroïque préféré. Je le regarde plusieurs fois dans l'année, tellement c'est magnifique. Avec ce Joker qui vole littéralement la vedette à Batman, alors que si tu mets toutes ses apparitions bout à bout, Heath Ledger n'est à l'écran qu'une grosse demi-heure en fait. Mais il était tellement bon et charismatique que t'as l'impression de le voir pendant 2h30. C'est super impressionnant. Tous ces plans machiavéliques sont brillants, nous montrant la noirceur de Gotham City, ville que Batman tente désespérément de sauver. Le Joker est tellement fort qu'il parvient même à ôter l'humanité du Chevalier Blanc. Harvey Dent, le nouvel espoir de Gotham. En plus, tu ne peux pas le soudoyer, l'argent ne l'intéresse pas, ce qui le rend encore plus dangereux. Dans cet opus, Bruce Wayne est en proie à d'énormes doutes, très bien retranscrits à l'écran, et on ressent le chaos instauré par le Joker qui prend un pied pas possible, manipulant la pègre d'un côté, les forces de l'ordre de l'autre, y compris Batman. Heath Ledger était possédé par le rôle, ce qui lui a valu un Oscar posthume, et c'était bien mérité car il a sublimé le film. Même si c'était très différent, je n'avais pas vu ça depuis Jack Nicholson. Mais je ne vais pas débattre, j'aime tous les Jokers. De César Romero dans les années 60 à Jared Leto. C'est pas de sa faute si le film était tout pourri. Et j'attends bien sûr le Joker de Matt Reeves, joué par Barry Keoghan. Bref, j'ai adoré ce polar super-héroïque, bien plus terre-à-terre que les Batman de Tim Burton. Batman The Dark Knight est l'un de mes Christopher Nolan préférés, même si j'ai beaucoup aimé Interstellar, mais on en parlera après. C'est pour ça que moi j'ai pas le permis de conduire. Franchement, quand j'ai vu le film, j'ai préféré prendre les transports. Parce que aucun risque de falaise inopiné. Après, pour échapper au contrôleur, tu connais. Mais au moins, je m'en sors avec une amende. Parce que là, on est au-delà du feu rouge grillé. D'ailleurs, Dédé, tu savais qu'il y avait une théorie sur ce film? Bah, comme quoi Thelma et Louise, elles seraient pas mortes à la fin. En tout cas, si c'est le cas, je pense pas que la caisse, elle puisse passer au contrôle technique. Non, mais si ça se trouve, je me trompe. Hein. On n'est pas à l'abri d'un immense trampoline en bas de la falaise. Bah, on sait pas, le film, il s'arrête avant. Thelma et Louise, présent. Ah non, mon road trip movie préféré, avec deux héroïnes inséparables, tellement différentes et tellement complices à la fois. Suzanne Sarandon et Jenna Davis, totalement inoubliables. Thelma et Louise est un film assez en avance sur son temps, car il est intelligemment féministe sans en faire des caisses. T'as compris des caisses? Non, parce qu'elles sont en bagnole. Ok. Elles s'affranchissent du joug masculin patriarcal et macho en envoyant tout valser sur leur chemin. Avec ce rite initiatique parsemé d'infractions. Oui, je les ai vues, elles ont brûlé un feu rouge. Leur manière d'agir nous signifie leur revanche sur le monde qu'elles ont subi par le passé, et je reconnais qu'elles n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Les expressions de boomer, elles ne font pas dans la dentelle. Ouais, c'est pas mieux. À la fin du film, elles sont recherchées par toutes les forces de police, alors qu'à la base, ce sont deux personnes tout à fait normales. Mais à cause de l'agression de l'une d'elles par un homme, descendu froidement par l'autre pour la défendre, tout est parti en sucette. Elles rentrent donc dans une spirale infernale qui va tout au long du métrage les acculer, si bien qu'on finit le film par cette fameuse scène complètement culte et iconique. Le flic qui veut les arrêter mais qui leur veut du bien, car il est assez intelligent pour comprendre que ça peut arriver, que le contrôle peut nous échapper, est campé par un excellent Harvey Keitel, qui est à ce moment-là au top de sa carrière. Dans Thelma et Louise, on a aussi le droit au premier rôle de Brad Pitt, en autostoppeur inoubliable. Qu'est-ce qu'il était beau. D'ailleurs, ce rôle était censé être pour George Clooney, mais la production trouvait Brad Pitt bien plus séduisant. Mais t'inquiète, maintenant ils sont potes. Tu l'as bien compris, Thelma et Louise est un super film dans lequel tu voyages beaucoup, en mode Route 66. C'est super agréable à regarder. Dédé, j'ai le contrat de bail de notre colocation sous les yeux, là. Alors, ça va pas te plaire, c'est en latin. Les tatatum temporis. Bref, tu dois quitter l'appart. Tu dois partir, Dédé. En plus, tu viens de toucher 100 patates. T'as les moyens de dégager d'ici. Comment ça, tu veux rester? Attends, bouge pas. Et dire que ça a fait mes 68? Arrête de crier, je t'ai à peine touché. En plus, il y a Bambi qui fait dodo. Les trois frères. J'ai rarement autant rigolé devant un film. Là, les inconnus, ils ont tout mis. Je les adorais déjà quand j'étais petit, avec leurs sketchs, leur télé des inconnus. Mais là, avec ce condensé de scènes géniales, ça ne pouvait que me plaire. En plus, le film n'a pas pris une ride. Et en dehors d'un humour exceptionnel, eh bien, l'histoire est pas mal non plus. Avec ce bordel de succession ratée à quelques jours près, pour ensuite devenir des personnes recherchées par la police, pour finir par tourner la roue du millionnaire. C'était énorme. En plus, on sent que nos trois gaillards s'éclatent comme des dingues. Il y a un nombre incalculable de répliques qui sont devenues directement cultes, comme par exemple « Prends ton manteau, on s'en va » ou encore « Sans patate » ou même « Vous pouvez nous réexpliquer le truc du jus de fruits ?» et dire que ça a fait mes 68. C'est pas bientôt fini les frères Mickey? Hein, les frères Mickey? Non mais elle est gentille mais elle est moche. Puis toi aussi t'es moche, en plus t'es con. Je vois, vous avez bu Didier. Ah, t'es moins con que t'en as l'air. C'est mon papa, à cause de mes fesses. S'il vous plaît, sac à merde, c'est une insulte? Bon, c'est tout pour moi, car si tu me connais et que tu connais Captain America, tu sais que je pourrais faire ça toute la journée. Les Trois Frères est un film hilarant et parfois
touchant, et sa grande force est qu'il ne repose pas seulement sur les inconnus, mais aussi sur des personnages secondaires tout aussi drôles, comme ce fameux notaire avec son usufruit, l'huissier qui est assermenté, Monsieur Rougemont qui est aussi rouge que son nom, les bicots, les rastaquaires, Monsieur Steven avec sa queue de cheval, et même Elise Moon à l'époque où il était encore drôle. Bref, c'est une totale réussite, contrairement à la suite Les Trois Frères Le Retour, qui n'était pas aussi catastrophique que ça, mais qui n'était vraiment pas fou pour un tas de raisons que je n'expliquerai pas ici, parce que je suis fatigué. Dédé, tu veux que je te raconte un truc méga drôle sur le film? Avant le début du tournage, James McAvoy, qui devait jouer le rôle de professeur Xavier jeune, il a failli tout faire capoter. En fait, il voulait impressionner l'équipe en débarquant avec la boule à zéro. En mode, j'ai pris les devants parce que mon personnage est chauve. Non, mais le souci, c'est que personne ne lui avait demandé de faire ça. Ce qu'il savait pas, c'est que son personnage, jeune, il avait encore des cheveux. Du coup, à chaque fois que tu verras X-Men First Class, et que tu le verras à l'écran, dis-toi, c'est qu'une foutue perruque. Pense à ça, à chaque fois que tu regarderas le film, ce sera une nouvelle expérience. X-Men First Class, une dinguerie. Déjà, juste pour un truc, toutes les scènes avec Magneto, ce sont de véritables bijoux du 7e art. Que de tension dès lors qu'il est à l'écran. Il y a cette scène quand il était petit, et qu'il est séparé de sa mère par les nazis de l'époque, et qu'il tord les barreaux du grillage tellement il est énervé, avec cette période de Seconde Guerre mondiale qui nous met tout de suite dans le bain. On sait direct que le film va être sérieux, là on n'est pas dans Flash, ici ça tord des barres de fer au calme. Il y a aussi cette scène où il boit une bière dans un bar, et qu'il retrouve d'anciens nazis, pareil, trop de tension. Pour moi ce film est l'un des meilleurs préquels, avec bien sûr Day of the Future Past, qui mélange les deux castings, et l'un peu moins bien X-Men Apocalypse, même si je l'ai bien aimé. Dans ce métrage on sent qu'ils veulent réellement raconter quelque chose, ce n'est pas juste pour surfer sur la franchise. Le tandem Magneto-Xavier fonctionne super bien, car ce sont de véritables amis bien qu'ils aient des visions différentes. L'un des deux veut buter tous les humains à cause de traumatismes enfouis et de beaucoup de colère, et l'autre est bien sûr beaucoup plus tolérant et tente tant bien que mal de cohabiter avec nous. Tous les X-Men sont super bien dans cet opus, mention spéciale à Mystique qui a un développement de personnage ultra réussi. En plus j'adore son personnage. L'antagoniste est interprété par Kevin Bacon, que j'adore depuis Footloose. En plus, on apprend par la First Class beaucoup de choses qu'on a pu voir dans la trilo originale. Et c'est très satisfaisant. J'ai tellement envie de revoir ce casting, mais toutes les bonnes choses ont une fin, heureusement. J'ai demandé à ma femme où voudrais-tu aller pour ton anniversaire. Elle m'a répondu, je veux aller quelque part où je ne suis encore jamais allé. Et là, je lui ai dit, la cuisine par exemple. C'est pas moi, c'est une réplique du film. De toute façon, je ne suis pas marié. Insoupçonnable! Les affranchis. Non, mais là, ça sert à rien d'en parler. Que dire de plus? Il y a tout dans ce film. Un casting abasourdissant, une histoire de cinglé sur le fonctionnement d'une organisation mafieuse sicilienne par le prisme de son narrateur, interprété par le regretté Ray Liotta, de son enfance à son entrée dans le game, nous expliquant tous les rouages de la machine, avec la présentation des rôles de chacun, la manière dont ils réussissent à passer sous les radars, tout en menant à bien leur business. Et cela pas uniquement pour se faire du fric, mais aussi pour aider la communauté qui vit sur place. Le film nous montre son évolution, mais aussi celle de personnages comme Robert De Niro ou encore Joe Pesci. Oui, encore eux. Ils sont inséparables. En même temps, ils sont tellement doués, surtout quand ils sont ensemble. Tout comme dans Les Sopranos, tu vois aussi leur manière de vivre au quotidien, avec leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Les Affranchis est une fresque complète de la vie à cette époque, dans un quartier comme celui dépeint dans le film. Avec son lot de chômage, de violence, d'exécution, tout est montré dans l'œuvre et la mise en scène est juste parfaite. La reconstitution des voitures, des fringues, les coupes de cheveux des personnages, sans parler des dialogues superbement bien écrits. En plus, avec cette voix off tout le long du film, tu as l'impression d'être à l'intérieur de tout cet univers, ce qui fait que tu stresses de ouf comme tout le monde dans le film. Encore un chef-d'œuvre très riche en termes de trame narrative et de scènes cultes. Donc si tu ne l'as pas encore vu, bouge tes fesses. Bouge tes fesses, c'est dans la série Scrubs. Dédé, toi tu penses que t'aurais pu jouer dans Le Silence des Agneaux? Ah, il fait peur Hannibal quand même. Franchement, bravo Jodie Foster. Hein. Non mais t'imagines pendant la pause déjeuner, genre le gars il lui dit Hey Jodie, ça te dit qu'on déjeune ensemble avant la reprise du tournage? Franchement, s'il avait accepté de manger avec lui, pas sûr qu'on aurait eu un film. Ou alors avec une autre actrice. Je sais pas, Julianne Moore. Le Silence des Agneaux. Et pas Le Seigneur des Anneaux. J'arrête pas de... C'est le premier thriller poisseux et angoissant que j'ai vu de ma vie. J'étais super jeune et autant te dire que j'ai été marqué au fer avec ce film. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà à cause de l'atmosphère installée par Jonathan Demme, extrêmement dérangeante, froide, anxiogène, mais surtout parce que Hannibal Lecter alias Hannibal le cannibale est habité par un Anthony Hopkins totalement inspiré et imprégné par le personnage. Il est super dangereux, intelligent, intuitif. Ah oui, et aussi de temps en temps, il est cannibale. C'est un détail mais qui a son importance si un jour il t'invite à manger. Là, ce sera pas un dîner de con. Ou alors le con c'est toi. La bonne idée du film c'est qu'il est déjà enfermé au début, donc on va pas passer son temps à le chercher. En vérité, ce n'est pas lui l'antagoniste. Et pourtant c'est celui qui te fait le plus flipper. L'agent spécial Clarice Starling qui lui demande de l'aide depuis sa
cellule pour résoudre une affaire bien dégueu, justement avec l'antagoniste, est joué par la très jeune Jodie Foster, qui a avoué en interview ne pas vouloir être seule dans une pièce avec lui. Il était tellement bon et tellement terrifiant. C'est un acteur, il va pas te bouffer. Et moi non plus, j'aurais pas pu. D'ailleurs, toutes leurs interactions dans le film, par exemple quand il la sonde depuis sa cellule, sont les meilleures scènes de l'œuvre. Gros travail sur la psychologie des personnages, et c'est grâce à la pertinence, l'insistance d'Hannibal Lecter de vouloir en savoir plus sur elle que tu en apprends un peu plus sur son passé. Et pourquoi elle se retrouve là à ce moment précis de sa vie. Et si elle veut qu'il l'aide à trouver l'antagoniste, elle va devoir en échange lui en donner un peu et se livrer. C'est du donnant-donnant. Exercice plutôt difficile face à un cannibale, enfermé à vie, mais qui développe du respect pour elle au fur et à mesure qu'un climat de confiance s'installe entre les deux. C'était trop bien comme face à face, surtout que l'atmosphère est incroyable. Le silence des agneaux est une référence du genre qu'il faut au moins voir une fois dans sa vie. Après t'es foutu. C'est la musique d'Interstellar, Dédé. Pourquoi je la joue aussi bien? Ouais, je la connais par cœur. Parce que je l'ai apprise près d'un trou noir. Et comme 1 heure là-bas, c'est 7 heures ici, bah j'ai eu le temps de m'entraîner grave. Interstellar. 10 ans déjà que le film est sorti. Mais où passe le temps? Pourtant, on n'est pas à côté d'un trou noir. Mets-moi dans les commentaires si pour toi le film est sorti l'année dernière. Parce que moi, j'ai l'impression que c'était hier. En tout cas, j'ai kiffé de voir un bon film de SF comme on n'en faisait plus depuis des années. Avec cette idée géniale, à savoir qu'il faut faire un choix horrible vu que la Terre devient inhospitalière pour l'humanité et donc repeupler une autre planète viable avec des embryons congelés pour sauver notre espèce tout en abandonnant ceux qui restent sur Terre. Et cette histoire de trou de verre qui modifie l'espace-temps, ça aurait pu être très casse-gueule. De faire un film sur un sujet qu'on maîtrise à peine. Mais pourtant, grâce aux scientifiques qui ont été consultants sur le film de Nolan, le résultat paraît vraisemblable et crédible. En tout cas, passionnant, ça c'est sûr. Moi, ça me fait halluciner que le temps ne s'écoule pas pareil si t'es sur Terre ou si t'es sur cette fameuse planète prometteuse. Planète sur laquelle les scientifiques Brandt et Cooper vont perdre grave du temps. 1 heure ici, c'est 7 ans sur Terre. Donc il s'agirait de se manier, surtout si tu dois acheter du pain en rentrant. Du coup, lorsque Cooper retourne dans le vaisseau et décide de regarder et écouter tous les messages de son fils depuis la Terre, archivés dans l'ordre chronologique, et que pour lui ça ne fait que quelques heures, ce qui équivaut à toute une vie pour son fils, c'est hallucinant et triste à la fois. T'imagines, t'écoutes tes messages d'il y a quelques heures, et là tu vois ton fils, il a des enfants, machin, tout ça. Oh là là. J'ai aussi adoré la relation entre Cooper et sa fille Murphy, qui est super touchante et très crédible. On dirait vraiment que c'est sa fille. Ils sont très complices avec un caractère très proche et bien sûr une passion commune, la science. Les effets spéciaux sont très réussis. Là, j'ai été bluffé. En gros, c'est encore une immense pépite de Christopher Nolan. Donc si tu ne l'as pas encore vu, ne perds pas de temps, car tu sais que le temps ne s'écoule pas pareil. Voilà, c'est fini. J'espère que tu as aimé cette vidéo. L'épisode 4 arrive très bientôt avec 10 nouveaux films. Enfin, c'est pas des nouveaux films, mais 10 films, voilà. Des films cultes, des films pas cultes. En tout cas, ce sont des métrages que j'ai adorés. Ce sont des films que j'ai choisis au hasard dans les films que j'ai aimés quand même. Sinon, tu connais la chanson, laisse-moi un commentaire, un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo, active la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos et des prochains avis express. Suis-moi sur tous mes réseaux en lien dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines critiques christiques. Ciao!